Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Regard Graphique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Banana Bill, auteur de bande dessinée et membre du collectif Jean Guichon. Bonne écoute. Salut William, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, où est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Ok, du coup, je viens du sud de la France, à côté de Perpignan. J'ai fait des études à Montpellier en arts plastiques et après avoir raté ces études, je suis venu à Bruxelles pour faire des études de BD que j'ai pas fini non plus. Et après ça, enfin là-dedans, j'ai rencontré les Jean Guichon, les futurs Jean Guichon, et du coup après, je me suis formé avec les Jean Guichon. Et du coup, t'as pas fini donc Saint-Luc, tes études ici? Non, T'as fait quoi, 2 ans? j'ai arrêté pendant la troisième année. Ok. J'avais redoublé pour certains. Il m'avait fait redoubler pour deux cours et du coup Ah oui, donc t'as fait ta troisième année et puis t'as dit. et en fait ouais j'y arrivais pas. J'ai Ok, fait ok, ok, j'ai plus la niaque de le faire. Je vais. ok. Et comment t'en es arrivé à la bande dessinée, au fanzine, etc. J'ai toujours plus ou moins lu de la BD. J'ai toujours vécu avec de la BD autour de moi. Mes parents avaient une BD tech pas très fournie mais quand même une bonne BD tech. Et comment j'en suis venu vraiment à la bande dessinée à la base, je voulais être un scientifique. Et du coup, je voulais faire des études plutôt scientifiques. Ouais. Mais les mathématiques, c'était pas mon truc. Du coup, il a fallu que je me reconvertisse. Et du coup, j'ai fait qu'est-ce que je fais d'autre que j'aime bien? Dessiner. Et du coup, je continue à dessiner. Et j'ai redécouvert la bande dessinée à la fac à Montpellier. Et du coup, j'en ai lu plein. Et j'ai fait mais en fait, j'ai envie de faire ça. Créer des récits comme ça. Voilà. Non. Et du coup, pourquoi t'as choisi Bruxelles depuis Montpellier? Pourquoi? Excellente question. Du coup, j'ai regardé des écoles en France, mais elles étaient toutes ultra chères Ouais. au niveau bande dessinée et compagnie. Et du coup, je crois que j'avais envie aussi de m'éloigner un peu de la France, voir autre chose, quoi. Et à Montpellier, j'ai découvert la bière aussi. Et du coup, j'ai fait vas-y, ça va faire un doublon. Partons un peu. Et j'ai découvert Saint-Luc et j'ai fait ouais, ça a l'air assez intéressant. Et du coup, voilà. Sympa. Comme tu parles de Saint-Luc, si tu devais faire un bilan un peu de ton passage à Saint-Luc, est-ce que tu étais satisfait et est-ce que tu t'es senti prêt pour le monde professionnel quand tu as fini, enfin quand tu as arrêté du coup Saint-Luc? Est-ce que tu étais là, ok, j'ai eu ce que j'attendais de cette école? Alors, j'y attendais pas grand chose quand j'y suis allé. J'y suis allé vraiment comme ça en me disant vas-y, let's go, Let's go, ouais. voyons ce qui se passe là-bas, quoi. Et du coup, professionnellement, j'étais pas prêt du tout, non, quand je suis sorti ou que j'ai arrêté. Mais en tout cas, au niveau du dessin et de la bande dessinée, je crois que la première année déjà, mon niveau de dessin Ouais. ça a fait un level up bien énervé. Au niveau de la narration, du dessin et tout ça, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu avoir en plus, que tu n'as pas eu en école? Je crois que ce qui a beaucoup manqué et ce qui revient avec mes potes qui ont fait Saint-Luc aussi, c'était surtout ce rapport au livre fini aussi. Parce qu'on faisait beaucoup de planches et compagnie, mais Pas voilà, tu faisais d'objet, une ouais. planche et c'était fini. Et du coup, je trouvais que c'était bien réducteur sur le niveau, sur la bande dessinée, quoi. Avoir un peu plus d'outils pour faire un livre à la fin, que ce soit graphiquement ou les impressions et ce genre de choses. Je trouve que ça. Et c'était en quelles années ça du coup? Je suis assez mauvais pour les dates. Je suis très mauvais même pour les dates. C'était. Hmm, Genre il y a 10 ans quoi. Ouais, à peu près quoi. Peut-être un peu moins de 10 ans, mais Ouais. à peu près 10 ans, ouais. C'est une bonne dizaine d'années, ouais. Ouais, c'est bien, ça a un peu évolué, j'ai l'impression maintenant il y a un Fab Lab et tout Il y a comme le ça. Fab Lab, ça c'est trop bien. Et même quand je suis venu aux portes ouvertes là récemment, Ouais.
J'ai discuté avec Cédric Manche, qui était, quand j'y étais, il venait d'arriver en tant que prof, et qui a mis en place des choses un peu plus très intéressantes aussi au niveau de la narration, un peu plus énervé. Du coup, ouais, quand même une bonne petite évolution à Saint-Luc. Et du coup, ça s'est passé comment ta sortie d'études? Donc, tu disais que tu as arrêté, tu pas validé ton bachelier. Donc, concrètement, tu as fait quoi en sortant de Saint-Luc? Il a fallu que je trouve du travail. Du coup, je suis allé travailler dans les cafés, comme beaucoup d'artistes à la sortie des études. Je suis allé travailler dans les cafés, mais du coup, il y avait quand même Jean Guichon. On avait créé Jean Guichon avec notre bande de potes à Saint-Luc, et du coup, ça m'a aussi gardé dans le truc graphique, de dessiner et de pas s'arrêter de dessiner. Du coup, j'ai arrêté les études, mais je me suis dit, ok, je continue à fond là-dedans. Je dessine, tout ce que je peux, quoi. Et du coup, pour gagner ma vie, j'étais dans les cafés, mais sinon. Tu bossais avec Jean Guichon. Justement, on va parler un peu de ton collectif du coup Jean Guichon. Et je vais petite anecdote raconter quoi mon premier contact avec Jean Guichon. Donc j'ai découvert entre guillemets l'entité Jean Guichon dans les toilettes de Saint-Luc. J'ai vu votre stickers ce monsieur avec la moustache et j'avais aucune idée de ce que c'était, mais j'étais intrigué. Il y avait un peu ce truc de, je sais pas, une espèce d'aura autour de ce truc. Donc est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est ce collectif? Du coup, c'est une bande de potes de Saint-Luc. Du coup, on avait fait ces stickers surtout pour. Le but c'était d'être partout, quoi. Du coup, je me rappelle même qu'on avait piraté les ordinateurs de. Enfin, piraté, c'est un bien grand mot. Le piratage, Jean Guichon, c'est quand même. On avait juste mis en fond d'écran sur tous les ordinateurs de Saint-Luc aussi la tête de Jean Guichon. Du coup, qui est un être un peu fantomatique, mystérieux comme ça. Et du coup, c'est un collectif. On était au début une quinzaine, plein de potes de Saint-Luc, du coup. Vous êtes tous rencontrés du coup dans votre classe ou? Ouais, dans notre classe et aussi avec les élus qui étaient à côté sur le même palier à l'époque. Donc, du coup, on n'avait pas trop de lien, on avait du mal à dépasser cette porte, mais on a réussi et on en a ramené quelques-uns avec nous. Du coup, c'est pas mal, une quinzaine, ça fait un bon. Ouais, c'était un bon départ et ça s'est un peu écrémé par la suite par les départs. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que ce collectif existe, je crois. Ouais, ça va faire 10 ans normalement. En vrai, je crois que ça fait 11 ans, mais on va essayer de fêter les 10 ans qu'on est en retard. On a toujours été en retard dans les sorties de tout ce qu'on faisait, du coup. Ok. Et petite question, je sais pas s'il y a une réponse, mais ça vient d'où le nom Jean Guichon? C'est quoi le. Mais Jean Guichon, c'est notre. Comment dire ça, c'est notre idole, notre être suprême, c'est lui qui nous finance et qui nous donne toutes les bonnes idées. Cet être mystérieux qu'on voit jamais, mais qui. Est-ce que c'est le logo un peu, C'est lui, c'est son portrait. Okay, c'est son portrait. Il a vraiment la même tête. On le croise rarement, mais c'est lui qui nous donne toutes les bonnes idées, quoi. Sympa. Et du coup, tu évoquais que vous êtes un collectif là qui a près de 10 ans, donc même 11 ans. J'ai l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, qu'une aussi longue longévité dans un collectif un peu de autogéré, etc., c'est assez rare. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à continuer à produire du contenu de manière régulière quand même? Régulière, tu dirais? En tout cas, vous avez réussi à continuer à produire du contenu, à faire des projets communs, à aller en festival, etc. Ouais. Donc d'après toi, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à tenir aussi longtemps? Déjà, on est une bonne bande de potes. Et du coup, ça a créé aussi un lien. Et du coup, on est aussi dans cet état d'esprit de... Comment dire ça? C'est un peu le sbeul, j'allais dire. Chacun fait ce qu'il veut, plus ou moins. Et c'est horizontal, mais c'est horizontal... Je vais essayer de trouver comment dire ça? On a plein de petites idées et on les met en place et chacun commence à les mettre en place la plupart du temps. Et qui veut venir se greffer pour continue à se greffer. Il y a un projet qui a été un peu fédérateur, révélateur de comment ça marchait. C'était le loyer.
C'était le mensuel qu'on avait fait. On aime bien se lancer des défis comme ça à chaque Ouais. fois un peu foufou, que ce soit dans l'impression ou voilà, par exemple un mensuel qui sortait tous les mois. Et du coup là on disait qu'il y avait chacun avait un rôle différent chaque mois. Du coup chaque mois il y avait un rédacteur, un chef différent, quelqu'un qui faisait la mise en page différente et on tournait comme Ok. ça à chaque fois. Et du coup ça a mis un peu en place le système Jean Guichon, j'ai envie de dire que on essaie de tourner, il y a toujours quelqu'un qui prend à cœur un projet, qui lance le projet, qui est le référent du projet, et puis il demande aux autres de venir se greffer, d'aider et compagnie. C'est assez spontané en fait. Ok. Et du coup, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais la plupart du temps ça Et dans fonctionne, quoi. dans ce projet-là, vous rameniez des gens hors Jean Guichon ou c'était que avec le collectif? Pour le loyer, on a commencé avec le loyer à ramener des hors Jean Guichon. Ok. À chaque fois, il y avait un rédacteur en chef qui était là, qui prenait un projet, qui faisait son. On avait une contrainte de format. C'était toujours le même format, Ouais. un A5 avec je me rappelle plus combien de pages, mais. Et ce rédac chef désignait qui voulait faire la couverture, qui voulait faire l'intérieur de couve, qui faisait le sommaire. Et il devait inviter, je crois, 3 personnes maximum en dehors des gens Guichon. Ouais. Et du coup, ça a commencé à inviter des gens autour, des Ouais. gens qu'on aimait bien, des gens qu'on voulait. Moi, par exemple, j'ai invité ma soeur et mon père, parce que je sais qu'ils dessinaient, et du coup, j'ai dit, C'est vas-y, cool. on va inviter des Ouais. gens qui sont pas dans la bande dessinée, qui sont pas dans le dessin et ce genre de choses. Et à Quoi. ce moment-là, vous étiez encore une quinzaine du coup dans Jean Guichon? Ouais, je pense que c'était le pic de Jean Guichon où tout le monde Ok. était vraiment très très investi dedans, quoi. Et du coup, j'avais une question un peu par rapport à ça, mais est-ce que c'est pas trop compliqué de réussir à gérer les égos des différentes personnes, surtout quand tu es dans un aussi grand groupe? Je sais pas, est-ce que ça a été une problématique ou pas du tout? Peut-être que vous étiez tous à fond sur la même longueur d'onde, mais je me demandais du coup si ça avait coulé de source ou si des Non, parce qu'on fois il avait avait fallu un plein peu. d'envies différentes et ouais, enfin ouais, il y avait plein d'envies différentes, plein de façons de travailler différentes et Ouais. tout ça, mais on arrivait aussi à se dire que bah, c'était le truc collectif et que du coup bah, il fallait arriver à quelque chose. Et il y avait aussi le truc de pas trop se prendre la tête sur ce qu'était Jean Guichon aussi. On voulait aussi que ce soit quelque chose de gros, mais on voulait aussi pas être trop gros non plus. Ouais. Du coup, on voulait rester aussi. Il fallait que ça reste un kiff surtout et pas trop devenir un truc très à se prendre la tête pour Ouais. plein de choses, quoi. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien encore dedans? Actifs? De bien actif, je dirais qu'on est. J'ai pas envie de froisser des égos du coup. Je dirais qu'on est 5, plus ou moins 5, mais il y en a vraiment. On n'est plus que 5 en vrai Ok. dans le collectif. Mais il y en a vraiment 3 qui sont vraiment dans. Qui Ouais. font marcher le truc, quoi. Ok. Qui s'investissent vraiment dans le fait de dire ok, on fait ça, on fait ci, et on fait comme ça, quoi. Et, et je pensais à un projet que vous avez fait récemment. Ouais. J'ai oublié le nom, mais le jeu de cartes Witches and Wizards, voilà. ouais. Que vous avez fait avec des artistes un peu des 4 coins du monde. Est-ce que tu peux raconter comment s'est passée la rencontre avec tous les artistes, la collaboration Bah, du coup, ça fait, je crois, 8 ans qu'on va au Crack Festival, qui est un festival d'auto-édition et d'art graphique à Rome, bien underground, quoi, du coup, et qui est un festival international qui vraiment c'est le cœur du projet, je pense, du Crack Festival, c'est vraiment de créer du lien avec tous les artistes underground sur la scène internationale. Et c'est ce qui nous plaît vraiment beaucoup à nous, les gens Guichon aussi, Yeah. ce côté lien international. Et du coup, là-bas, on rencontre, à chaque fois qu'on y va, on rencontre des gens qui viennent d'un peu partout. Et là, c'était le Crack de l'année dernière. Et du coup, on a revu d'anciens copains, plus rencontrer d'autres amis, quoi, genre Claudia, la bande de Valencia, Pau, H et Colombé, et du coup chacun avec une bière vivante. Ouais, il y a un fantôme dans cette maison. Ouais. Et du coup voilà, les affinités se sont créées avec au sein de chacune des entités de Jean Guichon, plus un autre copain qui est un peu affilié aussi là-bas, et ils ont commencé à jouer à un jeu de cartes un peu débile comme ça. Et du coup, ça a pris.
Et on s'est dit, bon, ben voilà, il faut qu'on les invite pour créer ce jeu. C'est un prétexte à dessiner. Et du coup, voilà. Et vous avez réussi à trouver des subsides pour les invités ou ça s'est passé comment là Ouais. Alors moi, je suis pas très bon en subsides, malheureusement. Il faut que j'essaie de m'y mettre un peu. Mais c'est Nicolas Grolot, quoi, du coup, de Ultra Vénère, qui était avec nous qui était venu avec nous au Crack, du coup, qui lance un magazine qui s'appelle Pojo Koutessi. Il gère aussi un peu il gérait un peu la fanzinothèque, oui, je vois. petite fanzinothèque belge. Du coup, là, il se consacre vraiment à Pojo Koutessi, qui est une revue de récits, bande dessinée, musique, un peu tout comme ça. Et c'est lui qui s'est occupé surtout des des subsides, avec le BIJ, je crois, notamment, pour pouvoir les inviter, payer leurs billets, avoir un petit revenu pour qu'ils vivent au jour le jour ici, quoi, aussi, quoi. Et ils étaient en résidence au Tonnerre à ce moment-là, du coup. Du coup, c'était une résidence informelle du Tonnerre. Ok. Du coup, c'était Jean Guichon qui les invitait, avec un peu le Tonnerre. Du coup, c'était un truc un peu plus informel que les résidences. Que les résidences annuelles du Tonnerre, qui a les 4 résidences par an du Tonnerre. Okay. Je me demandais justement, est-ce que Jean Guichon est lié au Tonnerre d'une certaine manière Ouais, pas mal, hein. Parce que c'est... pas mal. Du coup, on avait créé aussi au début, avec Jean Guichon, on avait un atelier rue du Croissant. On avait commencé à récupérer un atelier où on avait commencé à créer un atelier rue du Croissant où on voulait justement acheter des machines, récupérer des machines et que ça commence à devenir un lieu participatif. Avant la création du Tonnerre. Avant le Tonnerre, ouais. Du coup, on avait récupéré des machines, on avait un duplicopieur Ricoh qui marchait juste à la photocopieuse, on avait récupéré des machines dans la rue qu'on s'était trimballé. Et du coup, on a essayé de faire tenir ça pendant 3 ans, mais c'était compliqué parce qu'on faisait des travaux en même temps, on avait un loyer et compagnie. On faisait venir pas mal de gens, notamment Bande 2 qui étaient venus imprimer leur premier fanzine là-bas, pas mal de gens qui sont passés à l'atelier. Et du coup, à partir de là, on a commencé à vouloir créer ce genre de choses. Et quand on a quitté cet atelier, on a cherché d'autres endroits. Et le Frémoc avait ce lieu-là. Et du coup, on a dit, c'est l'occasion de créer quelque chose de gros. Et on a fait un appel à tous nos potes qu'on avait, tous les autres collectifs qui avaient du coup. Ouais, donc vous avez participé à la Bande création. Marvel et Guacamole et compagnie. Okay. Du coup, on est là depuis le début, quoi. Parce que je me demandais un peu comment ça se passait avant le Tonnerre, parce que j'ai un peu l'impression que maintenant c'est la plaque tournante. Et en plus, il y a un peu des nouveaux ateliers qui se sont créés suite à ça. Notamment le Fab Lab à Saint-Luc qui est arrivé 3-4 ans après, je crois, ou 2 ans après. Ouais. Après ça, et même, je pense à Graphique aussi, je sais pas si tu vois, qui est une galerie à Scarbeck. Je suis pas encore allé. Très sympa. Et puis c'est chouette d'avoir un peu un mélange de la francophonie et la communauté néerlandophone dans le milieu de l'art et tout, mais ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'y aille. Ils font des drink and draw et tout ça. C'est Scarbeck cool, quand t'es loin de, c'est un peu faut se motiver à y aller. Je suis aux antipodes, je suis à Saint-Gilles, moi du coup c'est un peu. mais du coup je me demandais un peu comment c'était la vie avant le Tonnerre pour les gens qui produisaient déjà du fanzine, etc. Je sais que nous, au début, on passait par tous les copy shops qui traînaient à Saint-Gilles, les Copy 2000 et ce genre de choses. Après, on a commencé à regarder avec les imprimeurs qu'il y avait. Du coup, on est beaucoup passé par Gillis, qui était à l'époque à Anderlecht. Okay. Maintenant, ils sont partis un peu plus loin, je sais plus où. Mais on passait par des imprimeurs comme ça, quoi. Du coup, et il y avait déjà des... Enfin, j'en connais quelques-uns, mais vous avez déjà accès à des ateliers de RISO, par exemple. Je sais pas si vous en avez fait beaucoup, mais... nous, on s'était formé à la RISO avec Rosie, chez Rosie. Du coup, moi, c'est là-bas que j'ai découvert la RISO. Avec le loyer 4, j'avais fait un petit encart à l'intérieur en RISO. Je voulais savoir comment ça marchait exactement. Du coup, j'étais allé le voir à lui. Mais c'était surtout... il y avait surtout lui, je crois, à l'époque. Il y a une dizaine d'années. C'est bien maintenant d'avoir accès, de pouvoir produire soi-même, comme au Tonnerre et tout.
Ouais, c'était le projet du tonnerre, quoi. Du coup, Ouais. d'amener aussi un petit côté marxiste, quoi, d'amener les Ouais, moyens ouais. de production à Euh, ceux qui produisent et euh, qui créent les choses, quoi. Que ce soit un peu mettre la main à la pâte et qu'il y en a un peu partout, quoi. ouais, clairement, bah, c'est heureusement qu'il y a ça maintenant. Ça fait plaisir. Démocratiser le fanzina. Et une petite question, je me demandais, comme tu fais partie d'un collectif, c'est quoi ton rapport à la BD? Est-ce que tu vois plutôt ça comme une pratique solitaire ou collective du coup de... Hmm. Bah, je suis un peu schizophrène à ce niveau-là parce que j'ai souvent besoin d'être seul. Je mets même des casques musique à fond pour vraiment me couper de ce qu'il y a autour pour dessiner, créer, que les idées viennent et compagnie. Mais j'ai absolument besoin d'une approche collective aussi Ok, de création parce que je trouve ça hyper libérateur. Ouais, c'est vachement libérateur au niveau de la création et de. libérateur en quel sens? Bah, quand tu es seul avec tes dessins, avec tes projets, ce que tu as dans la tête, tu peux avoir un truc très ok, ce qu'il y a dans ma tête, il faut que ce soit là, et du coup, tu peux te prendre une Ouais, semaine à une composition de cases à te dire ah non, mais c'est pas bon, mon dessin il est minable, enfin des trucs comme ça. Alors que quand tu dessines en groupe et que tu fais un projet comme ce qu'on fait souvent avec Jean Guichon quand on invite des gens pour dessiner et dire ok là on fait un truc, on a un temps imparti, il faut qu'on dessine à plusieurs et on le fait. Ben, t'as le temps imparti et t'as tous les gens qui dessinent et du coup t'es pas seul avec ta création tu regardes les autres et ils dessinent vite et tu fais ah ouais mais c'est trop bien, je pourrais faire comme toi et du coup tu commences un dessin, tu le passes à un ouais. autre, il y a un autre qui te et du coup tu te prends moins la tête, t'es moins sérieux dans ce que tu fais. Et du coup, tu découvres des choses sur comment dessiner toi, comment dessinent les autres. Et pour ta pratique, je trouve que c'est Ouais. vraiment important, quoi. C'est hyper enrichissant. Et du coup, toi, tu as aussi une production de BD hors Jean Guichon, donc plus personnelle en ce moment. Ben, je suis en train de faire un récit. Je suis très très lent dans mes récits. Je trouve que la bande dessinée est hyper chronophage. Je suis en train de faire un récit, mais ce sera très certainement édité par Jean Guichon, auto-édition. Voilà. Je vais quand même essayer de le balancer à des éditeurs au cas où. Mais je sais que j'aime tellement l'auto-édition que Ouais, ah ça oui. va finir. Si ça marche pas, je m'en fous, ça sera auto-édité. Et ça parle de quoi du coup? C'est un peu. De quoi ça parle Du coup, c'est. Je fais jamais des récits très. J'ai toujours envie de faire des récits gays, joyeux et tout ça, mais en fait, j'y arrive pas. Ça tourne toujours au dramatique parce que forcément, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure et de ce qu'il y a autour de moi et de la politique et tout Ouais. ça. Et du coup, là, c'est un récit, ça vient surtout de mon expérience du travail salarié, de toutes ces années passées dans les bars à travailler et, et tout ça, quoi. Et du coup, c'est quelqu'un qui se blesse mortellement au travail. Du coup, c'est un récit un peu. Je sais pas où je vais avec ça, mais c'est quelqu'un qui se blesse au travail assez mortellement. Et du coup, il doit juste travailler le lendemain, quoi. Du coup, il va retourner, il va déambuler dans une ville jusqu'à arriver à un certain point. Mais du coup, je voulais que ce soit surtout le décor qui raconte l'histoire et pas le personnage principal. Voilà, c'est une Ok. déambulation d'un homme qui meurt. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Euh, Mais et du coup, c'est inspiré de ton expérience de. c'est vrai de l'expérience du travail parce que c'est le point de départ. Mais c'est aussi tous les problèmes qui se passent actuellement, du genre la crise des migrants, la crise climatique, les riches qui s'enrichissent, les pauvres qui Ouais. s'appauvrissent. Et du coup, cette certaine impuissance qui se veut que bah, tu dois aller travailler. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est pour ça que j'essaie d'en faire une BD. Et, tu vois, ce rapport au travail et de dire bah, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes ta vie, et du coup, qui t'emprisonne aussi dans cette impuissance-là de voir, bah, en fait, non, j'ai envie de tout casser et de Ouais. changer les choses, quoi. Mais j'y mettrai une fin heureuse, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu fais aussi de l'illustration du coup à côté de, comme j'imagine un peu tout le monde, mais
Tu fais aussi l'illustration à côté de tes projets de bande dessinée? Bah, je fais surtout l'illustration en ce moment. Ouais, parce que je suis venu à la bande dessinée, mais par le dessin et pas par le récit. Ok, ouais. J'ai eu pas mal de discussions avec un copain de Jean Guichon qui, lui, voyait la bande dessinée comme une écriture, comme il écrirait une histoire à main levée, en Ouais. fait. Mais moi, je pars vraiment de plus des images, et du coup, l'image est très importante pour moi. Ouais. Et du coup, je pense que je fais beaucoup plus d'illustrations. Et ta manière du coup, de concevoir des récits, est-ce que c'est plus tu vas d'abord écrire comme un scénario un peu de manière classique ou d'abord dessiner et c'est le dessin qui va t'amener tes idées entre guillemets et genre... C'est plus le. J'essaie d'expérimenter les deux, mais c'est plus le dessin. Bah, par exemple, ce récit-là, c'est je dessinais juste pour dessiner. Et je suis tombé sur un personnage dans une position, dans un certain truc. J'ai dit, ah, j'aime bien ce truc. J'ai envie d'en faire un truc. Et je voulais en faire juste 4 cases comme ça. Et en fait, à partir de cette image, j'ai brodé un récit. Et à force de dessiner, faire plein de croquis, j'ai trouvé une histoire. Parce que quand je fais des histoires et quand j'écris des scénarios, la plupart du temps, j'écris le scénario et en fait, j'arrive pas à dessiner par-dessus. Pour moi, je sais pas, Ouais, ça part c'est du fini dessin quoi. et du coup, j'arrive pas à redessiner. Quand je dessine à partir d'un scénario que j'ai déjà fait, mon dessin, il devient hyper classique, rigoureux et en fait, j'aime pas du tout et du coup, Ah, c'est j'arrive marrant. pas à dessiner à partir d'un scénario trop poussé. Et tu parlais de ton dessin, est-ce que tu es plus du genre à beaucoup retravailler tes images ou tu as plus un côté spontané et tu es rapidement satisfait de ce que tu produis Euh, Je dessine beaucoup dans mes carnets et je redessine beaucoup des images pour arriver à ce que je Ouais. veux, à comprendre. Je sais pas, il faut que je sente vraiment presque physiquement comment est la personne, qu'est-ce qui se passe, les ambiances qu'il y a, l'odeur et tout ça. Du coup, je, je fais beaucoup de recherches, même pour des mini trucs. Bah, c'est pour ça que je prends énormément de temps. Là, c'est juste dans mon récit, c'est juste un chapitre où il y a une explosion, mais je crois que j'ai sur mon ordinateur des tonnes et des tonnes d'explosions, de tuyaux, de tuyauteries que je dessine, que je redessine à foison. Ouais, t'es rigoureux quoi, tu veux faire les choses bien. Ouais, j'ai envie de faire ça et en même temps, j'aime aussi faire des dessins vraiment très rapides, mais j'arrive pas à trouver l'entre-deux. Le côté, ok, là c'est bon pour ma BD, c'est bon en fait, te prends plus la tête, c'est fini et compagnie. Alors que quand je fais dessiner avec les copains ou dans les trucs, je suis là, vas-y, c'est bon, c'est lâché. Ah, c'est la quête d'une vie, trouver la balance. Ouais, c'est ça. c'est ça. Est-ce que tu as des techniques de travail comment privilégier quoi que tu ou bien est-ce que tu passes de l'une à l'autre et tu as bien exploré différentes Mais les deux que je préfère, c'est surtout du coup le feutre et les stylos. J'adore ça, mais c'est pas ce que je montre le plus. Ça, c'est vraiment dans mes carnets. Je remplis des carnets au feutre et au stylo, des trucs un peu gras comme ça. Mais sinon, le truc que je travaille le plus et ce qu'on voit le plus de ce que je fais, c'est de la carte à gratter. Carte à gratter artisanale, du coup. Je prends des plaques de verre ou des plaques de celluloïd ou de n'importe quoi de transparent, que je mets de l'acrylique dessus, je repeins ça, j'attends que ça sèche et après je gratte par-dessus mes dessins. Et ça te fait combien de temps de faire une image? Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Des fois, je peux mettre genre 2 heures, j'ai fini une image et j'en ai une. Mais bon, elle est immense. Hein, je crois qu'elle fait 1m10 sur. Ça, c'est une grosse illustration. Là, je récupérais des fenêtres dans les rues et je me dis, ah, ok, je fais des grosses compos. Mais ça, elle fait 1m sur 56 cm et je crois que j'ai eu des longues pauses, mais j'ai mis presque autant de temps que la création de Jean Guichon, je crois. Ah ouais. 7 ou 8 ans à la finir. Je sais même pas si je la considère comme finie. Faut que je l'imprime d'ailleurs. Et parfaite transition. Du coup, tu t'imprimes comment en général? Enfin, c'est quoi tes techniques d'impression principales, si t'en as ou est-ce que t'alternes? C'est beaucoup la sérigraphie. Ok. J'adore la sérigraphie. Donc tu fais la carte à gratter que tu sérigraphies ensuite. Ouais. Ok. Alors soit je les scanne et je
je fais surtout des redimensions. Des fois, je travaille des toutes petites images qui font, c'est même pas des A6, c'est plus petit que A6, et que j'augmente. Alors le premier que j'ai imprimé en sérigraphie, c'était que des A6, et je les ai augmentés. J'ai imprimé le livre final, je crois que c'est un A3, c'est un A3 en finale. Du coup, je les augmente vraiment. Ouais. Et sinon, de temps en temps, j'imprime directement la plaque de verre. Vu que c'est du verre, Ouais. je peux directement l'insoler Ouais, sur mon truc, sans passer par les ordinateurs et compagnie. Et Très- sinon, j'aime beaucoup la laser. Le laser sur papier, c'est un peu mon kiff aussi. Un peu. Ouais, donc très à la main, quoi. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais, pareil. Ce côté très artisanal. Peut-être un peu mon côté boomer de tout faire tout à la main et essayer de le moins passer par l'ordinateur et les trucs graphiques comme ça, quoi. Et est-ce que tu as des influences ou des inspirations qui te viennent en tête par rapport à ta production? Des artistes qui t'ont... Ouais, hein, j'ai des influences. Au niveau du dessin et des narrations, il y a forcément Pascal Doury qui m'a beaucoup inspiré dans les dessins bien fouillis et bien où il y en a partout, quoi. Où ton regard se perd et tu sais pas où t'accrocher. Après, il y en a tellement, c'est dur. Avant de venir, j'ai fait un rapide regard dans ma bibliothèque, voir où est-ce que mon œil se raccrochait, et il s'est bien raccroché aussi à Max Anderson. Je sais plus d'où il est exactement, mais pays du Nord, je sais plus si c'est Finlande, je crois que c'est un Finlandais, mais je suis pas sûr. Et ouais, j'avais pris une grosse claque quand j'avais lu Pixie, ce récit bien ancré dans le réel, avec des problématiques bien sociales et bien presque intimes, mais en même temps complètement fou, avec des bâtiments vivants qui te parlent, qui sont abattus parce qu'ils sont trop vieux, et du coup vraiment ce mélange entre le fictif et le réel, grosse influence aussi pour moi. Bon, voilà, je dirais ces deux, mais il y en a tellement. Ouais, bah, c'est bon. Bah, très cool. Bah, là, on arrive presque à la fin. Est-ce que tu aurais Ouais, on a parlé une bonne demi-heure là. Ah ouais, putain, je Est-ce vais que pas venir tellement stressé que... Est-ce que tu aurais des auteuristes ou artistes que tu as envie de promouvoir Ben, forcément, il y a des personnes de mon crew, mais qui sont déjà bien Bon, tu peux. Exaeva et Félix Laurent avec leur célèbre Mécanique qui va être réédité bientôt, et du coup, qui est quand même une grosse claque aussi, que ce soit graphique ou narratif, et aussi de, je sais pas, l'influence du manga dans la BD d'aujourd'hui, pour nous aussi qui sommes... moi je suis né dans les années 80, enfin fin 80, bientôt 90, je suis pas si vieux que ça quand même. Mais du coup qui a une influence manga, et du coup ça se retrouve dedans, et du coup avec des problématiques bien d'aujourd'hui aussi. Je peux pas trop tout révéler comme ça, il faut le lire, mais d'ailleurs ça a été adapté en animation, si je me trompe pas. C'est pas encore ça. Ah, c'est en cours, il y a un projet, du coup il y a un teaser qui est sur les plateformes, vous pouvez aller voir, mais ouais, c'est... Du coup, je vais les promouvoir à eux, et là, après sinon, là, dans ma tête, je sais pas trop. J'étais pas préparé à tout ça. Non, il y avait la BD de Vertige d'Adeline Fischer aussi, que j'ai lu récemment, qui était assez cool, tout récemment. Mais sinon, là, j'ai pas de... Bon, je reviens de vacances, j'ai c'est pas lu beaucoup de BD en plus. Désolé pour tous les copains et copaines que j'oublie. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, qui peut être un conseil qu'on t'a donné à toi, qui t'a servi pour ta production artistique, ou même peut-être pour la gestion d'un collectif, un secret pour faire durer un collectif et rester motivé 10 ans après? C'est marrant, c'est un copain du sud de la France, avec qui je dessinais. On parlait beaucoup de BD, de science-fiction et compagnie. On regardait beaucoup de mangas, d'animés de manga et tout ça. Mais qui pas du tout dans la bande dessinée et tout ça, qui m'a donné un conseil qui est le seul que je garde en tête tout le temps et qui me revient. Je sais pas pourquoi c'est celui-là, mais qui m'avait dit, c'est Thomas Watebled, big up à Thomas Watebled,
qui m'avait dit commence un truc mais finis-le. Finis toujours quelque chose. Et du coup, même si ça te plaît pas, même si t'es pas satisfait, même si ça te va pas, juste finis-le. Et tu seras. Enfin, c'est pas grave, finis-le en fait. Et je sais pas si c'est un très bon conseil, C'est mais pas moi, mal, c'est un ouais. conseil qui m'est resté en tête. Et du coup, même quand je commence à dessiner quelque chose, que ce soit un petit dessin ou un croquis ou un truc, j'ai ce truc de en fait, faut que tu le finisses. Tu commences-le, finis-le, que ce soit que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas en fait. Du coup, Bah, ouais. c'est pas mal. Moi, je sais que j'ai dû me forcer à finir mon premier projet court, là, du coup, chez Vite. Ouais. Où je me suis un peu dit, c'est les gros projets, c'est dur à finir. Vas-y, je le finis. Il sera pas parfait, mais au moins je le finis et je passe à autre chose et ça me permet d'avancer, tu vois. Ben ouais, je trouve que. Et il y a ce truc aussi de. Souvent, tu. Après, c'est des trucs que j'applique pas forcément à moi parce que j'ai pas fini grand chose non plus. Ça fait 2 ans que je travaille sur un récit, qu'il y a plein de pages. Je me dis, mais je vais jamais le finir. J'ai d'autres récits en tête et tout ça. Donc, du coup, je l'applique pas forcément. Et du coup, c'était aussi finis-le et mets-le de côté aussi. Le fait que ton dessin t'appartient plus ou ta BD t'appartient plus une fois que c'est fini. Et du coup, c'est assez libérateur aussi de Ouais. se dire, bah, ouais, ok, t'as fait ça à ce moment-là. C'est fini, c'est figé dans le temps. Peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est moins bien, peut-être que tu t'es trompé, mais c'est pas grave, c'est un marqueur de ton évolution aussi, et tu auras toujours quelqu'un qui pourra l'apprécier partout, quoi, en fait. Du coup, finis-le et donne-le à tout le monde, et voilà. Ouais, très, très bon conseil, je trouve. Cool. Bah, du coup, là, on touche vraiment à la fin. Est-ce que tu as une actu, toi ou Jean Guichon, ou les deux, à venir, festival, des projets qui arrivent, des choses Ben là, avec Jean Guichon, on a fini une autre résidence informelle au Tonnerre. On a invité des potes de Colombie à faire un livre. Du coup, il y a eu la résidence cet été, enfin, il y a eu le vernissage cet été. Du coup, il n'y avait pas grand monde, mais du coup, il y a un livre qui vient de sortir et qu'il faut qu'il voit dans les festivals. Peut-être qu'on le verra dans le festival de Bord Perdu, créé par Ice Cream. Ah oui, La deuxième semaine de septembre, je ouais. crois. Du coup, voilà, il sera là-bas. Nouveau festival, nouvelle sortie Jean Guichon. C'est quoi le nom du coup Du festival Non, de de la la BD. C'est. Oh putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus le nom, je l'ai quitté en bord de route pour aller en vacances, du coup. Mais c'est. Je dirais Welcome to Belombia, quelque chose comme ça. C'est un faux. Un faux guide touristique d'un pays qui n'existe pas, le Belumbia, Ah, qui j'ai est vu un passer. mélange entre du coup la Colombie et la Belgique, du coup voilà, mélange générationnel des deux pays. C'est assez fun avec plein d'impressions différentes imprimées au tonnerre dans tous les sens. Voilà. Trop bien. Mais du coup, ouais, je vais faire un petit tour de l'actualité qui arrive là sur Bruxelles. Donc il y a le festival Bord Perdu où vous pourrez retrouver Jean Guichon du 8 au 10 septembre et c'est à la Vallée. Ah, c'est ça. Et aux mêmes dates, il y a la fête de la BD à Tour et Taxi, donc c'est à côté. Si les gens veulent faire les deux en même temps, c'est possible. Du mainstream et de l'underground. Parfait. Et le week-end d'après, le 17 septembre, il y a le festival organisé par Ton Piquant, rue de la Tulipe, je crois. Ok. Donc voilà, petite actu pour les gens qui veulent aller. Et voilà, on a fait le tour. Merci William pour Merci à toi. ces chouettes moments. Merci de l'invitation. Salut.